Alors, bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir un penseur qui est très important pour comprendre le rapport entre la morale, les valeurs, ainsi que la sexualité. Depuis le début du cours, Freud a souvent été dans les parages, dans la mesure où souvent, lorsqu'on parlait d'un auteur, il faisait référence à Freud. Presque tous les auteurs ont fait référence à Freud dans la section de l'histoire. Les deux auteurs qu'on a vus y ont fait référence. Durand, lorsqu'il parlait du plaisir, et Wielenberger, lorsqu'il parlait un peu des effets de certains traumatismes sexuels, et comment que, au fond, la sexualité jouait dans des ondes qui étaient extrêmement sensibles là, au niveau de l'intimité de l'individu, puis au niveau de la structuration de son identité sexuelle. Freud, c'est un personnage très intéressant. Ses livres méritent d'être lus, évidemment, mais là, on va voir certains éléments qu'il nous présente et qui nous aident à comprendre le phénomène de la sexualité dans son rapport à la morale. Donc, ce qu'on va voir avec Freud, c'est d'abord sa théorie des pulsions sexuelles en lien avec la morale. Donc, il y a chez Freud une relation entre les pulsions sexuelles et l'apparition d'une certaine éthique ou de la morale dans l'humanité aussi. Et on va voir aussi certains éléments pour comprendre le développement psychosexuel, c'est-à-dire comment atteindre une certaine forme de maturité en termes de sexualité, parce que le développement psychosexuel tel que l'a conçu Freud, au fond, il va vers la maturité. Évidemment, c'est certain que les recherches de Freud ont peut-être été dépassées là, en psychologie, mais il pose quand même la base d'une réflexion philosophique très intéressante et donne des connaissances très intéressantes là, pour comprendre la sexualité. La première chose qu'on va voir, regardez, c'est au fond ces dates, 1856-1939, si on revient au contexte socio-historique pour faire le lien entre la dernière section du cours avec l'histoire. 19e siècle, la science naissante apparaît, et cette science-là, on l'a vu, critique des éléments relatifs à la sexualité qui étaient présents chez les chrétiens. Donc, les chrétiens avaient une idéologie sexuelle qui était souvent, disons, fondée un peu dans des préjugés, si on peut dire. Alors, la révolution sexuelle s'est faite en deux temps. On a vu ça. Et dans un des premiers temps, Freud est un penseur très important dans la mesure où il va amener une compréhension de la sexualité qui est fondée quand même dans l'observation. OK? Et il va arriver à dire des choses très importantes. Freud, par exemple, a montré un peu le phénomène de la sexualité sous un jour plus scientifique, plus empirique, mais aussi à montrer que le phénomène de la sexualité est présent dès l'enfance, que c'est un phénomène naturel et qu'il y a un certain lien entre le développement de la personnalité et le développement aussi d'une sexualité mature et que des problèmes au niveau de la sexualité entraînent des problèmes au niveau de la personnalité. OK? À l'époque de Freud, on voit commencer à apparaître évidemment le mouvement nazi en Allemagne. Bon, lui, Freud, c'est plus un Autrichien, là, enfin, Autriche, République tchèque, Allemagne, bon, dans ces environs-là. Il voit apparaître beaucoup de pseudo-sciences, là, et lui, Freud, il croit à la science. Hein, il croit à la science et il veut arriver à une compréhension quand même qui se fonde dans l'observation. Et il va arriver quand même on le considère quand même comme le fondateur là, de la psychologie moderne, Freud. Aujourd'hui, si vous allez étudier à l'université, on va appeler ça non plus de la psychanalyse, souvent on va appeler ça de la psychodynamique, mais grosso modo, hein, c'est d'expliquer un petit peu les dynamismes internes entre plusieurs forces dans la psyché humaine pour comprendre toutes sortes de phénomènes, là, dont le phénomène de la sexualité dans son rapport à la morale. 19e siècle, début 20e siècle, on est encore dans une époque de grande répression, des grandes répressions de la sexualité par les religions chrétiennes ou la religion chrétienne, mais il y en a plusieurs, le christianisme et le protestantisme, sont quand même des religions, comme on l'a vu, qui sont extrêmement répressives au niveau de la sexualité. Et en Europe,
il y a une sexualité qui est réprimée. Cependant, à partir du 19e siècle, fin du 19e siècle, 20e siècle, on voit apparaître un autre mouvement où on commence, par exemple, à voir des photos de nus. On commence à voir vraiment de l'érotisme dans l'art, etc., encore plus qu'avant. On commence à montrer la sexualité, on commence à étudier la sexualité, donc la sexualité devient de moins en moins tabou. Et l'Église a tendance à, on pourrait dire, réagir en étant encore plus conservatrice, d'une certaine façon. Okay? Donc, beaucoup de répression de la sexualité dans la société. Et si on regarde les dates dans lesquelles Freud vit, c'est les dates où il y a eu la Première Guerre mondiale, pour commencer. Mais il meurt à l'aube de la Deuxième. Donc, beaucoup de tension et beaucoup d'agressivité dans la sexualité. Soit dit en passant, Freud, rien ne laissait présager vraiment la Première Guerre mondiale. Freud est le seul penseur à l'avoir prévu, et prévu à l'aide de ses écrits de la psychanalyse. Et ce qu'il disait, il disait que il y avait tellement de répression de la sexualité que d'une certaine façon, dans la société européenne, qu'il y aurait, on pourrait dire, un déferlement pulsionnel et de la pulsion d'agressivité en particulier, et qu'au fond, ça pourrait mener à une guerre. Parce que Freud est arrivé avec des lois même pour comprendre les phénomènes sociaux. Hein? On va y arriver tout à l'heure. Okay? Donc, si on regarde la pulsion elle-même, donc Freud, il nous informe beaucoup, hein, premièrement, de notre réalité pulsionnelle. Donc, okay? Qu'est-ce que c'est qu'une pulsion, grosso modo? Une pulsion, on pourrait dire que c'est une inclinaison qui est instinctive. C'est proche de l'instinct. C'est comme quelque chose qui nous pousse à. Okay? On pourrait associer ça au désir, aux passions, ça, on pourrait dire. C'est chargé d'affect, c'est-à-dire que ça nous affecte, ça nous pousse, ça nous prend dans l'émotion. Mais lorsque ça se manifeste à la conscience, ça prend toujours la forme d'une représentation. Donc, on désire quelque chose lorsqu'on le désire consciemment. Le désir, la pulsion se porte sur un objet. Mais la pulsion, sur le plan originel, ne porte pas nécessairement sur un objet déterminé. La pulsion fondamentale, elle va être la cause de plusieurs de nos activités, mais aussi plusieurs de nos émotions, par exemple l'angoisse. Et elle va viser, la pulsion, toujours une satisfaction, c'est-à-dire que Freud va la décrire en termes de tension. Là, une pulsion non satisfaite entraîne une tension. Lorsqu'on satisfait la tension, on arrive à un relâchement, et c'est ce relâchement-là qui nous amène du plaisir. Donc, on est vraiment dans une perspective de l'explication matérielle. Freud était un médecin, donc il comprenait l'être humain sous l'angle médical, si on peut dire, et donc il comprenait un peu là, les tensions nerveuses, relâchement nerveux, et il croyait qu'il y avait souvent des pulsions à la base de tout ça, et que d'une certaine façon, lorsque la pulsion était satisfaite, elle trouvait son achèvement dans le plaisir, d'une certaine façon, ça l'amenait à un relâchement, etc., et du plaisir, évidemment. Okay? La pulsion, il est inné. Si on n'avait pas de pulsion, l'espèce animale que sont les humains disparaîtrait. Donc la pulsion, elle vise surtout la survie de l'espèce et elle a sa source dans le corps. Donc elle vient du corps et elle retourne au corps dans la mesure où sa satisfaction, elle passe par le corps. Okay? Et il va dire quand même que ça assure un certain lien entre le corps et l'âme, mais là, l'âme ici, c'est la vie psychique comme telle. Okay? Donc, on est des êtres de pulsion. Ça veut dire qu'on a en nous cette force-là qui nous pousse à certaines choses. Quelles sont ces pulsions-là? Il y en a deux types. Et ça, on a déjà vu ça dans le cours, n'est-ce pas? C'est très important pour comprendre la pulsion, c'est qu'il y a deux pulsions qui sont, on pourrait dire, complémentaires, mais opposées jusqu'à un certain point aussi. Et c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Okay? Et dès l'origine, l'homme est partagé entre ces deux pulsions. Pulsion de vie, pulsion de mort, qui sont deux, on pourrait dire, pulsions opposées, mais qui travaillent habituellement ensemble. Okay? Ce qui signifie que l'être humain est très ambivalent et il doit apprendre au cours de son existence à gérer cette ambivalence-là. Et cette ambivalence-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie que les deux pulsions peuvent porter sur un même objet. Par exemple, l'enfant, le bébé, l'enfant,
suite, peut vraiment beaucoup aimer ses parents, mais aussi avoir le goût de les détruire. Donc, on peut à la fois aimer et vouloir détruire, et d'une certaine façon, apprendre à devenir mature sur le plan psychosexuel, c'est en grande partie apprendre à gérer cette ambivalence-là. Bon, chez Freud, il y a beaucoup de termes économiques, là, à gérer cette ambivalence-là, donc à gérer notre réalité pulsionnelle. Ces deux pulsions-là, c'est Eros et Thanatos, donc la pulsion de vie, okay, qui vise à établir une plus grande unité. Okay? Vous avez là, les citations avec les sources complètes sont dans votre document. Établir une plus grande unité, une fusion. Donc, c'est ce qui nous amène, au fond, à vouloir le désir, là, la pulsion d'attirance. On pourrait dire l'amour. L'éros, c'est l'amour. C'est le dieu de l'amour, Eros. Et lorsqu'on a beaucoup de cette énergie-là d'Eros disponible, ben on appelle ça de la libido. Hein? Quelqu'un qui a de la libido élevée, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup cette pulsion érotique-là de disponible. Cette pulsion-là, elle n'intervient pas uniquement dans la sexualité, elle intervient dans toute situation où on a besoin de faire une fusion, même dans le dialogue avec des amis. Par exemple, dans l'amitié, il faut qu'il y ait une forme d'érotisme, dans le sens freudien du terme, là, c'est-à-dire une pulsion fusionnelle ou à établir une plus grande unité. Cette pulsion-là, par contre, elle est comme dans un vase communicant avec une autre pulsion qui s'appelle la pulsion de mort, qu'on appelle Thanatos. Hein? C'est une pulsion de destruction, on pourrait appeler ça la pulsion agressive ou la pulsion de violence, qui mènerait à la division, plutôt qu'à l'union, à la division, à la destruction. Ces deux pulsions-là sont un peu dans des vases communicants, c'est-à-dire que lorsqu'on a une grande pulsion érotique, ben, ça peut nous amener à vouloir aussi une sorte de destruction lorsque la pulsion n'est pas satisfaite. Okay? Donc, une trop grande insatisfaction, bref, de la pulsion érotique va engendrer de la violence. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important à comprendre. Et ça va nous permettre de comprendre plusieurs choses, tant sur le plan individuel que social. Comme par exemple, Freud remarque que les sociétés les plus restrictives sur le plan de la sexualité sont aussi des sociétés belliqueuses et violentes, où il y a beaucoup de violence. Et il va expliquer ça par le fait d'une trop grande insatisfaction pulsionnelle. Donc, trop peu d'amour amène beaucoup de violence. Grosso modo, c'est ça. Okay? La frustration sexuelle amène une sorte d'agressivité. C'est pour ça que l'amour et la violence, l'éros, la sexualité et la violence sont deux phénomènes qu'on doit toujours comprendre un peu ensemble sur le plan, lorsqu'on les examine sur le plan non seulement factuel, mais aussi sur le plan moral et éthique. On va un peu comprendre comment l'humanité est liée justement à cette réalité-là des pulsions qui doivent maintenant cohabiter avec la morale. Donc là, on a un mythe, c'est dans le livre Totem et Tabou, où, donc Freud, la citation vient de là, la nouvelle mythologie, c'est la théorie des pulsions dans le livre Totem et Tabou. Freud va expliquer à sa façon la naissance de l'humanité. Donc, il connaît Darwin, là, Freud, hein, et c'est un matérialiste. Donc, pour lui, l'être humain est essentiellement un animal. Là, il va évacuer d'ailleurs beaucoup d'éléments religieux. Freud ne croit pas en Dieu, là, c'est un athée. Donc, il va expliquer à sa façon la naissance de l'homme. Comment l'être humain peut passer, par exemple, d'un état purement animal, hein, à un état humain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le chaînon là, entre les deux? Et il va expliquer ça à travers un événement fondateur de civilisation qui est le meurtre du père. On va expliquer ça un petit peu. Okay? Et après, il va expliquer à partir de cet événement-là comment naissent les civilisations, etc. Et qu'est-ce que c'est que la civilisation. Bon. Pour commencer, Freud imagine un état où nous serions des primates. Et pour lui, nous vivrions à cette époque-là dans des clans. Dans des clans avec un mâle dominant. Et le mâle dominant, c'est le plus fort. Et il a certains privilèges. Premièrement, il mange en premier, donc il peut satisfaire ses pulsions de base en premier, avant les autres. Par exemple, c'est le premier qui mange lorsqu'on tue une proie, parce que c'est le plus fort. Mais un autre privilège qu'il a, c'est qu'il peut jouir de toutes les femelles du clan. Okay? Et d'une certaine façon, ben, les enfants qui naissent dans ce clan-là, ben, ce sont ses fils, n'est-ce pas? Bon, peut-être que ses frères sont tolérés, là.
Maintenant, évidemment, le mâle dominant, il vieillit, hein, il devient moins fort, et il va être remplacé par un de ses fils. Et dans l'ordre des choses, ben, à un moment donné, il y a une bagarre, et quand un de ses fils devient plus fort, ben, il le remplace, et ainsi va la vie. Bon. Et c'est une façon d'assurer que ce sont les meilleurs gènes, là, un peu dans la perspective de Darwin, de l'évolution naturelle, là, qui sont transmis de génération en génération. Mais quand même, les primates que sont les hommes en devenir ont quand même beaucoup d'intelligence et ils sont capables d'une certaine communication. Bon. Les frères ne peuvent pas jouir des femelles, donc ils vont développer un peu des sentiments ambivalents. Ils aiment leur père, mais en même temps, leur père est la source de leur frustration, hein, leur frustration de ne pas pouvoir jouir des femelles du clan. Et ils vont développer, selon lui, là, des relations érotiques ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont s'aimer et ils vont satisfaire leurs pulsions sexuelles ensemble. Là. Donc, d'où l'idée là, dans la civilisation pendant assez longtemps que l'homosexualité était une sexualité de substitution. Mais enfin, ils vont donc, à un moment donné, fomenter un plan d'assassiner le père. Et donc, ils vont l'assassiner, et selon eux, non seulement ils vont l'assassiner, mais ils vont le manger. Bon. Et là, Freud, là, il se fie sur beaucoup de sources, hein, soit dit en passant, c'est pas juste sorti de son imagination. Là. Il a étudié beaucoup de sociétés totémiques, des sociétés dites primitives, puis avec leurs mythes, etc. Puis il voit cette idée-là là, dans toutes les civilisations. Okay? Ils assassinent le père, ils vont le manger, et en le mangeant, il va, d'une certaine façon, absorber les interdits du père. OK? Et on va voir, à partir de ce moment-là, les fils ne peuvent pas reproduire tout le temps le meurtre, parce que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans la nature, vous comprenez? Il faut qu'il y ait une intériorisation des interdits. Parce qu'avant ce moment-là, c'est comme dans le reste de la nature, c'est la loi du plus fort. Mais ça ne peut plus être la loi du plus fort, vous comprenez? Parce que sinon, on aurait une répétition du meurtre à l'infini. Et donc, ils savent bien, les frères, qu'il y a quelque chose qui doit changer, là. OK? Et en mangeant le père, selon eux, ils vont absorber les interdits, les 3 interdits qui sont les grands tabous et les interdits universels, selon Freud, en matière de sexualité, mais en matière de morale. L'interdit d'inceste, l'interdit de meurtre, mais de meurtre à l'intérieur du clan, et l'interdit de cannibalisme, okay? Pour ne pas que se reproduise ce moment-là. Et on va voir, après ça, la naissance de l'homme, de l'humanité, la civilisation qui arriverait comme une œuvre de répression, de pulsion qui serait destructrice. Parce que si les êtres humains étaient laissés à eux-mêmes, ils s'autodétruiraient un peu, là, parce qu'ils ont des pulsions destructrices. Et donc là, on va faire des règles morales, et on va devoir, finalement, réprimer nos pulsions de l'intérieur. Et ça va être, dans la vie individuelle, la naissance du surmoi. Soit dit en passant, Freud dit qu'il y a dans toutes les religions du monde des traces de ce mythe-là. On ne regardera pas toutes les religions, on va juste regarder celles qu'on connaît, le christianisme. Ben, dans le christianisme, premièrement, Jésus, il naît de Marie qui était une vierge, là, mais son père, n'est-ce pas, c'est Dieu, et Jésus, c'est Dieu. Donc, il y a déjà quelque chose qui ressemble à de l'inceste ici, là, bon, selon Freud, là. Il y a cet élément-là, là, cette symbolique-là, okay, de l'inceste primordial, qui va être interdit d'ailleurs. Jésus, c'est comme Dieu, c'est le Père. Et qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? On le tue, n'est-ce pas? On le met en croix. Si vous rentrez dans une église catholique, il y a toujours Jésus en croix. Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande? De renoncer à nos pulsions destructrices et d'aimer notre prochain. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait avec Jésus pour bien intégrer ses interdits? Ben, on fait un rituel qui est central dans le christianisme, qui est l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on mange Jésus. Hein? Ceci est mon corps, mangez-en tous. C'est ça que c'est. Bon. Donc, c'est un rituel cannibale, d'une certaine façon. Hein? Vous voyez un peu cette idée-là. Donc, on voit encore les traces de ce mythe-là, du meurtre du père primitif, qui serait à l'origine de la naissance de l'humanité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que chaque être humain va devoir reproduire un peu ça, surtout les êtres humains, les mâles. Parce que Freud il étudie surtout les garçons. Ils vont devoir renoncer à tuer leur père et renoncer à avoir de l'inceste avec leur mère. Et c'est un peu les interdits premiers de l'humanité. Parce que les frères, finalement,
en intégrant les interdits du père, ne vont pas avoir de relations sexuelles avec leur sœur. Ils vont aller, on pourrait dire, dans d'autres communautés. Et c'est comme si l'humanité va se répandre de cette façon-là avec le meurtre du père. OK? Bon. Lorsqu'on sort de Totem et Tabou, Freud est surtout connu pour ses deux topiques. Bon, les deux topiques, c'est topa, ça veut dire lieu. Il va faire une sorte de cartographie de l'âme. Hein? Et là, on n'est pas trop loin de Platon, étrangement, avec sa tripartition de l'âme, mais on est ailleurs. Donc, la première topique qu'il va amener, c'est la topique qui distingue le conscient, le préconscient et l'inconscient. Nous, on va simplement voir le conscient et l'inconscient là, pour un peu rendre les choses un petit peu plus simples. Une des grandes découvertes de Freud, c'est qu'une large part de l'activité psychique de l'être humain est inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience. On ne sait pas que cette activité psychique-là a lieu. Okay, avant Freud, on croyait que l'activité psychique, c'était se limiter à la conscience. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre inconscient. Donc, on n'en a pas conscience. On ne sait pas qu'on le vit. Avant de comprendre l'inconscience, on va comprendre c'est quoi la conscience. Premièrement, ce qui est conscient, c'est ce qui est disponible à la conscience, c'est-à-dire qu'on peut formuler en mots. Okay? Donc, ça prend quelque chose comme deux critères pour qu'il y ait de la conscience, selon Freud. Premièrement, okay, il faut qu'on aille une représentation des choses qui est conforme à la réalité. Lorsqu'on est dans un délire, là, on projette souvent des problèmes inconscients sur le réel. Hein? On appelle la projection. Là. Mais donc, il faut que ça soit relativement conforme à la réalité. Il faut que ça soit disponible aussi dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de le communiquer, de le formuler en langage, si on peut dire. Okay? Si on est capable de formuler quelque chose en langage, de s'en souvenir, et que c'est conforme à ce que ça s'est produit, on a quelque chose de conscient. Ce que Freud a découvert, c'est qu'une large part de notre activité psychique n'est pas consciente. Donc, on n'a pas totalement conscience ou pas du tout conscience qu'elle a lieu, mais elle a lieu quand même. Donc, c'est une activité psychique qui n'est pas disponible à la conscience. Donc, qui se passe indépendamment de notre conscience. On ne pourrait pas la formuler en langage. On ne sait pas ce que l'on vit. Bref, il y a une large part de nous-mêmes qui nous échappe. Okay? Qu'est-ce qui peut être inconscient, selon Freud? D'abord, certaines pulsions. Il y a certaines pulsions qu'on ne peut pas voir, qu'on ne veut pas voir, qui seraient trop déstabilisantes pour le sujet, et donc, on va le garder dans l'inconscient. Certaines motivations peuvent être inconscientes, on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. Il y a des choses, des souvenirs, les souvenirs trop traumatiques, par exemple, vont être maintenus dans le conscient. Le phénomène du refoulement qu'on va voir tout à l'heure est un phénomène totalement inconscient. Donc, c'est un oubli qui est inconscient. On n'a pas conscience qu'on oublie. Qu'est-ce qu'on... il se passe quelque chose en nous, un oubli, c'est simplement que notre surmoi va empêcher, au fond, le souvenir de ressurgir à la conscience. Et souvent parce que c'est trop traumatisant, c'est trop dur à accepter. Des complexes, par exemple le complexe d'Oedipe, est inconscient. Et le surmoi inconscient. Bon. Grosso modo, on va arriver à la deuxième topique tout à l'heure, là, qui est le ça, le moi, le surmoi. Le ça, il est largement inconscient. Donc, la plupart de nos pulsions sont inconscientes. Le moi, il est conscient, mais pas tout le temps complètement, parce que certaines motivations peuvent être inconscientes. Et le surmoi, il est en grande partie inconscient et aussi conscient, dépendamment du travail qu'on a fait sur nous, puis ça, on va y arriver tout à l'heure. OK? Oh! L'inconscient, il est quoi aussi? Il est déterminant. C'est-à-dire qu'il a le déterminant dans le sens du déterminisme. Là. Il a un effet. Il va affecter quoi? Notre conscience. Parce qu'en nous empêchant, par exemple, d'avoir conscience de certaines pulsions, le surmoi fait en sorte que notre conscience est déterminée par notre inconscient. Okay? Il va déterminer aussi notre action. Et certaines réactions, certains affects, comme l'angoisse, par exemple, peuvent avoir des sources inconscientes dont on ne connaît pas la source. Et ça peut se trouver très loin dans notre histoire, dans notre passé, dans notre petite enfance même. Okay? Donc, ça va déterminer qui nous sommes en partie. Il détermine en grande partie notre identité et même parfois un peu notre personnalité et ses travers.
L'inconscient aussi, il est involontaire, c'est-à-dire que la volonté n'a pas de prise sur les phénomènes inconscients. Et là, on va voir que ça fait en sorte que pour Freud, il est important de rendre nos pulsions et notre surmoi le plus possible conscient, aussi, dans la mesure du possible, bien sûr. OK? Pourquoi? Parce que quand on est conscient de notre pulsion, on est conscient de notre surmoi, on acquiert un contrôle sur nous-mêmes. Par exemple, on va pouvoir renoncer consciemment à une pulsion si on est conscient de la pulsion. Si on n'est pas conscient de la pulsion, on ne pourra pas y renoncer consciemment, on ne pourra pas y renoncer, point. Et donc, elle va travailler, elle va nous déterminer. D'où l'importance de faire en sorte qu'on devienne de plus en plus conscient. Et la maturité sexuelle va impliquer un travail sur soi qui nous amène à avoir une plus grande conscience. Okay? L'inconscient, en psychanalyse, va servir à expliquer plusieurs troubles de la personnalité. Il va montrer aussi que des événements traumatisants, par exemple quelqu'un qui a vécu de l'inceste ou qui a eu des agressions sexuelles, peuvent être oubliés par la conscience, mais d'une certaine façon, il n'est pas vraiment oublié. C'est-à-dire qu'il travaille encore à l'intérieur de la psyché humaine, mais il n'est pas digéré, il n'est pas assimilé. Et donc, il peut avoir un effet sur la personnalité encore plus grand que s'il était digéré. Okay? Il peut se manifester l'inconscient dans les lapsus, c'est-à-dire qu'on dit autre chose qu'on voudrait dire, mais ce qu'on dit, ça révèle quelque chose de notre psyché. Dans certaines défaillances psychiques, il y a beaucoup d'exemples de ça, des problèmes physiques qui ont une source psychique et qui ont, par exemple, des traumatismes à la base. Des oublis, des compulsions répétitives, évidemment dans les rêves. Freud disait, le rêve est la voie royale vers l'inconscient. C'est-à-dire que c'est par le rêve, en grande partie, qu'on pénètre dans notre inconscient, parce que le rêve nous donne du contenu qui est préconscient, qui est entre la conscience et la préconscience. Dans le sens que quand on écrit nos rêves, on finit par avoir une certaine conscience de quelque chose qui se passe en nous, dont on n'avait pas conscience comme tel. Okay? Et des traits de personnalité aussi. On va arriver maintenant à la deuxième topic, qui est très populaire aussi, pour arriver finalement au rapport entre la morale et la sexualité. Bon. Très connu, c'est la topic qui divise l'âme humaine entre le ça, le moi et le surmoi. Bon. À l'origine, l'homme, l'être humain, lorsqu'il naît, les bébés, les enfants, ils sont que des ça. C'est-à-dire que ce ne sont que des pulsions, des réservoirs de pulsions. On pourrait dire que c'est ça, c'est un réservoir de pulsions relativement chaotique. Okay? Le ça, il n'obéit qu'à un seul principe, c'est la recherche du plaisir, le principe du plaisir, le principe plaisir. Le ça recherche la satisfaction pulsionnelle qui va lui amener du plaisir, tout simplement. Okay? Il n'a pas encore le ça, le principe de réalité, qui apparaît un peu plus tard. Okay? Et donc, les enfants, ils veulent satisfaire leurs pulsions immédiatement sur le champ, etc. Okay? Et certains souvenirs, certains complexes, comme le complexe d'Oedipe, vont se trouver dans le ça, là, ce qui est inconscient. Le ça est en grande partie inconscient, mais on peut travailler pour le rendre le plus conscient possible, c'est-à-dire être de plus en plus conscient de ses pulsions. Okay? Le moi. Le moi va naître du ça un peu plus tard. Là, il naît là, à la phase anale. Okay? Et il naît aussi avec un autre principe qui est le principe de la réalité. Le principe de la réalité, c'est de dire, ben, j'ai une pulsion, mais il y a la réalité. Je ne peux pas satisfaire toutes mes pulsions immédiatement. Okay? Le moi va donc chercher encore le plaisir. Il va encore chercher à éviter le déplaisir. Mais il va agir selon le principe de la réalité. Et d'une certaine façon, le moi, pour sa part, naît du ça et ça d'intermédiaire entre, excusez-moi, ici c'est une petite erreur, la réalité et le ça. Bon, entre la réalité extérieure et le ça. Et il va encore chercher à atteindre la satisfaction pulsionnelle, mais il va être capable, disons, de dire, ben, mon plaisir, je vais le trouver un peu plus tard, mais par exemple, en plaisant mes parents, ils vont me donner un beau dessert. Mais présentement, je ne ferai pas une crise. Bon.
Les fonctions du moi sont le contrôle des mots, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, là, mais le contrôle des mouvements volontaires. Donc, il est en grande partie quand même conscient, malgré que dans la psychose, le moi devient totalement inconscient. La mémoire, ce qu'on peut se souvenir, l'adaptation, tout ce qui est vraiment de l'origine de l'identité personnelle, ça serait le moi en grande partie. Et c'est lui qui va avoir en charge la gestion et la conciliation des exigences, de diverses exigences. Les exigences de quoi? Du surmoi, qu'on va voir dans la diapositive, la prochaine diapositive. Du ça, parce que ça, il y a des exigences pulsionnelles. Okay? Il y a des désirs, des pulsions, agressives et érotiques. Et la réalité externe aussi. Donc, le moi, lui, il doit concilier toutes ces exigences-là. Il y a des pulsions, il y a la réalité externe, puis il y a le surmoi. Il y a son surmoi qui n'est pas nécessairement la réalité externe, mais ce qui est, on pourrait dire, la morale qu'il a hérité de ses parents. Et il faut qu'il réussisse à concilier tout ça. Quand l'enfant est jeune, son moi est faible, il est prêt à faire ça, donc il va beaucoup refouler. Il va avoir un refoulement primordial qui est le complexe d'Oedipe, là on va le voir tout à l'heure. Okay? C'est le moi, finalement, qui va décider si les exigences pulsionnelles doivent être satisfaites ou reportées. C'est le moi qui va prendre des décisions, qui va agir, et consciemment encore plus. L'objectif de la psychanalyse, et ce que vient nous montrer la psychanalyse, c'est que pour atteindre une maturité sexuelle, il faut avoir un moi fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir un moi qui a un certain contrôle, et comme le disait Durand dans un cours précédent, là, dans un texte précédent, il faut intégrer, dans le fond, nos pulsions à une réalité. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les annihiler, il ne faut pas les éteindre, nos pulsions. On n'a pas le choix, ils sont là, elles sont là, nos pulsions, il faut vivre avec. Il faut apprendre qu'elles sont là puis qu'elles sont ambivalentes, mais il faut apprendre quand même à les intégrer sous le pouvoir de notre volonté. Puis le pouvoir de la volonté, c'est le moi qui l'a. Okay? Le surmoi, lui, il apparaît dans le moi au cours de son évolution. Il est le fruit du complexe d'Oedipe. Et il va prolonger l'influence morale des parents et de la société. Donc, ce n'est pas seulement des parents, mais c'est de l'ensemble de la société. Et lui, il va être issu de l'intériorisation des interdits sociaux. Okay? Des interdits des parents, des influences sociales. Donc, il va avoir des traditions familiales là, qui vont former le surmoi, milieux sociaux, des personnages idéaux, etc. Et d'une certaine façon, le surmoi, au début, chez l'enfant, là, de 6-7 ans, il est totalement inconscient, le surmoi, à l'origine. Okay? Il agit comme une instance qui surveille l'activité pulsionnelle, et ça va être lui qui va être à la source des refoulements aussi. Okay? Et il va réfréner la satisfaction. Donc, il va dire non, ça on renonce, etc. Mais c'est lui donc qui décide, et souvent inconsciemment, de la pulsion qui va devenir consciente. Et il va donner aussi à l'être humain un idéal. Et donc, ultérieurement, dans le développement de l'enfant, surtout avec la saine résolution du complexe d'Oedipe, va apparaître dans la psyché une sorte d'excroissance du surmoi, si on peut dire, qui va être ce qu'on appelle l'idéal du moi. Et ça va être très important quand on va voir là, toute la question de l'érotisation, qu'est-ce qu'on érotise, etc., là, dans le petit traité de l'érotisme, l'idéal du moi, est très lié avec l'érotisme, étrangement. On va voir comment un peu plus loin dans la session. Le phénomène du refoulement, il faut en parler un petit peu parce que dans le développement psychosexuel, c'est quelque chose d'important. Puis, ça l'explique aussi toute la question là, de d'une identité sexuelle qui serait saine, si on peut dire. Le refoulement, c'est un oubli inconscient. Donc, on n'a pas conscience. Quand on oublie consciemment, c'est pas un refoulement. Là. C'est un oubli, donc on n'a pas conscience qu'on le fait, mais on va oublier, par exemple, un événement sans se rendre compte qu'on l'a oublié. Donc, et là, cet événement-là ou cette pulsion-là ne pourra pas accéder à la conscience. Par exemple, mettons un garçon qui a une vision de lui-même très virile, un peu homophobe, etc. En plus, là, tu sais, parce que ça arrive, lorsqu'il va arriver une pulsion homosexuelle, il peut la refouler. Donc, il ne veut pas l'avoir, il ne veut pas accepter ça. C'est inconciliable avec la façon dont il se conçoit lui-même. Il va refouler sa pulsion homosexuelle qui va retourner dans son inconscient et qui va pouvoir produire beaucoup de dommages, par exemple de l'agressivité. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont homophobes sont des gens qui ont des pulsions homosexuelles. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et donc, quelqu'un qui est très, très, très agressif envers les homosexuels, excusez-moi, mais c'est pas
c'est pas sain, là. Hein? Habituellement, ça vient d'une pulsion, ça, qui a été refoulée. OK? Le refoulement, c'est un mécanisme de défense normal. On fait tous du refoulement. Mais si on l'utilise, si le refoulement est trop important, ben, à un moment donné, il rend l'âme malade. Comme par exemple, quelqu'un qui a eu des problèmes sexuels. Mettons un garçon qui a eu toujours des éjaculations précoces, là, à partir de l'âge de 17 ans, quand il est devenu, puis là, il a 25, 26 ans, puis il a juste eu des éjaculations précoces. Puis là, ben, pour lui, c'est trop angoissant. Il ne peut pas avoir ça à conscience tout le temps. Alors là, quand il va voir, ben, il va avoir, mettons, une pulsion sexuelle pour une fille, mais là, ça lui rappellerait trop ces expériences-là qui ont été douloureuses pour ben, son identité, ou pour lui-même, ou pour la stabilité de son identité. La pulsion va être automatiquement refoulée, sauf que s'il fait ça trop souvent, il va devenir angoissé. Il va devenir mal dans sa peau. Là. OK? Tout le contenu des refoulements s'organise aussi dans des complexes. Hein? Qu'est-ce que c'est un complexe? C'est un groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Donc, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, comme le complexe de castration, c'est lié à la peur de se faire castrer pour l'homme, le complexe d'Oedipe, ça va être lié au fond, aux grands interdits d'inceste et donc du désir pour la mère, etc. Et ces complexes-là qu'on a à l'intérieur de nous, ben, ils s'organisent et lorsqu'ils sont très actifs, ils vont produire beaucoup de refoulement puis ils vont nous rendre mal dans notre peau. Okay? Le complexe d'Oedipe, c'est le complexe originaire, selon tous les garçons pensent à ça, c'est Électre chez les filles. C'est le complexe originaire, donc le premier refoulement, qui va créer un complexe, qui va créer le surmoi, puis qui va créer même l'humanité, selon Freud, comme tel, là, qui est un être qui doit gérer ses pulsions à l'aide, on pourrait dire, de lui-même, d'une règle qu'il a intériorisée, plutôt que de laisser la pulsion à la loi de la nature, comme on a vu tantôt. Refoulement et surmoi, c'est toujours le surmoi qui crée le refoulement. Okay? Donc, le refoulement. Et regardez une petite citation de la deuxième étude de psychanalyse. Dans tous les cas observés de refoulement, on constate qu'un désir violent a été ressenti. Le désir, c'est l'expression d'une pulsion, l'expression pulsionnelle, mais qui a pris, au fond, qui s'est associé à une représentation. Là, par exemple, la pulsion d'agressivité qui s'associe à ton voisin que tu veux battre, mettons. Mais mettons, toi, tu ne peux pas te représenter comme une personne violente, ben tu vas pas, ça ne va jamais venir à ta conscience, cette pulsion-là, ça va être envoyé dans l'inconscient. Donc, par exemple, dans tous les cas observés, on constate qu'un désir violent a été ressenti, qui s'est trouvé en complète opposition avec les autres désirs de l'individu, inconciliable avec les aspirations morales et esthétiques de la personne, c'est ce désir-là qui va être refoulé. Ça veut dire quoi? Mettons, mon exemple de tout à l'heure, vous allez en camping, vous avez une très belle soirée avec votre ami qui est du même sexe que vous, du même sexe, du même genre. Vous ne pouvez pas vous concevoir vous-même comme bisexuel ou homosexuel, et donc ça vous déstabiliserait beaucoup trop d'être conscient de ce désir-là, et donc vous allez le refouler. Et là, ben, si vous faites ça trop souvent, ben, vous allez devenir malade. Okay? C'est ça, le refoulement. Okay? Évidemment, l'homme, c'est un être de contradiction, parce qu'il y a souvent des contradictions entre l'idéal qu'il a de lui-même, par exemple, dans son surmoi, et sa réalité pulsionnelle, la réalité de ses désirs. Et il va refouler comme mécanisme de défense pour maintenir un certain ordre. Okay? Donc, par exemple, l'enfant, lorsqu'il a des pulsions très destructives, très agressives envers ses parents, qu'il aime par ailleurs, parce que c'est un être ambivalent, ben, il va refouler une pulsion. Là. Il va plus voir la pulsion agressive. Par exemple, s'il a peur que son père le blesse, le jeune garçon, puis qu'il a envie de le tuer, ben, il va pas se rendre compte qu'il vit ça, il va la refouler. Là. Okay? Et pour Freud, l'important, ça serait de se libérer, on pourrait dire, de ce qu'on a hérité du passé. Pour Freud, d'une certaine façon, dans le développement psychosexuel, on peut souffrir de ce qu'il appelle la suggestion au passé. Les hystériques, les névrosés, selon lui, et là je cite encore, souffrent d'événements, les citations sont dans, les sources complètes sont dans votre document. Hein. Vous avez peut-être remarqué que c'est toutes des sections de votre document. C'est une synthèse de votre document. Okay? Souffrent d'événements douloureux passés, qui sont passés depuis longtemps, mais auxquels il y a un attachement affectif. Okay?
Et donc, là, ça les détermine. Parce qu'ils sont inconscients, ces événements-là. Ils ne sont pas conscients. Ils n'émergent pas à la conscience. Et ça les détermine. Ça a des effets sur leur personnalité. Ça a des effets sur leur sexualité. Ça a même des effets sur leur corps, par exemple. Leur capacité à jouir, leur haine des hommes ou des femmes, par exemple. Donc, leur incapacité d'avoir une sexualité satisfaisante peut venir de là. L'angoisse, c'est souvent un refus que le moi oppose au désir refoulé devenu trop puissant. On ne sait pas pourquoi, mais là, mettons dans l'exemple d'une personne qui aurait des pulsions homosexuelles, mais qui en serait inconscient, puis qui en aurait plusieurs. Puis là, demander si c'est angoissé, mais il ne sait pas pourquoi. OK? Le traitement psychanalytique veut libérer l'homme, mais par nous-mêmes aussi, en devenant de plus en plus conscients, c'est-à-dire en rendant notre surmoi, notre idéal de moi conscient, ainsi que en acceptant qu'il y a des pulsions qui sont en nous, mais qui sont ça, qui ne sont pas moi. Et que je peux renoncer à ces pulsions-là concrètement, ben on devient plus libre, n'est-ce pas? Et pour Freud, les symptômes psychiques sont généralement liés à la vie amoureuse et au développement sexuel du malade. Donc la sexualité, le développement psychosexuel est un élément, un enjeu vraiment clé dans le développement de la personnalité. Les problèmes de personnalité sont très souvent liés au développement psychosexuel qui commence à l'enfance, donc qui commence très très jeune. Si on regarde, là je ne verrai pas ça en détail, là, mais quand même, on va juste le regarder rapidement, ce développement-là. Ça commence très très jeune, OK? Le plaisir érogène, le plaisir érotique va être associé à des phases, OK? Ces phases-là sont associées à des zones érogènes. Donc, la phase orale, l'enfant, il a plaisir avec la bouche, essentiellement en tétant le sein de sa mère, qui est une activité érotique pour Freud. Pourquoi? Parce qu'il y a un plaisir, puis il y a cette fusion-là. Puis Freud va dire que souvent, il y a beaucoup de gens qui cherchent toute leur vie à revivre ce sentiment-là de fusion et d'unité qu'ils avaient à l'origine avec leur mère. C'est une idée qui a été développée par beaucoup de penseurs après Freud aussi. Okay? Et là, d'une certaine façon, c'est là que va se développer la confiance, selon Freud, l'incapacité d'apprécier les autres, etc. Parce que quelqu'un, par exemple, quand il est un bébé, qui est laissé à lui-même, il a faim, on le laisse pleurer toute la nuit, il va avoir des problèmes de confiance. Stade anal, 2-3 ans, stade de rétention. Là, on apprend à se contenir. Donc, c'est là qu'on apprend à se retenir et à se relâcher. Hein? On apprend aussi un peu la propreté. Donc, et ça, là, c'est approximatif, ces âges-là. Hein? Si vous avez des enfants, un jour, vous allez voir, là, ils font ces phases-là, mais c'est pas tout à même âge. Hein? Bon, c'est très approximatif. Hors des propretés, la peur, la culpabilité peut venir de là, l'amertume face à la vie, tout ça. Les gens qui ont des personnalités anales, ce sont des gens qui sont très, très propres, mais est-ce qu'on se retient trop, etc. En tout cas, et c'est là qu'on apprend le moi, le non-moi. C'est là qu'apparaît le moi. Complexe d'Oedipe, c'est central, ça, dans le développement psychosexuel. OK? Rapidement, le complexe d'Oedipe. Bon, pour Freud, tout le monde a déjà eu des désirs érotiques pour le parent de sexe opposé, dans l'évolution dite normale, selon Freud. Là. Et le goût de détruire le parent de même sexe qui est vu par l'enfant comme un rival. Sauf que ça, c'est trop pénible à comprendre, à supporter pour l'enfant, fait qu'il va refouler tout ça. Par exemple, le petit garçon va avoir des désirs pour sa mère, ça va être très freiné, et là, il va avoir, son père va être son rival, mais là, il ne voudra pas vraiment le tuer, mais il va peut-être avoir des fantasmes de le tuer, puis il va refouler ça, puis il va apprendre, il va falloir qu'il apprenne à refouler ses désirs incestueux, puis à refouler aussi son agressivité pour son père. Ça va être mis en latence pendant très longtemps. Okay? L'instance morale va être née, qui va être totalement inconsciente, et ça va réapparaître à la puberté. Puis, la maturité, qui peut apparaître beaucoup plus tard, là, mais ça peut apparaître jusqu'à 21 ans. Même après, il y en a qui ne l'atteignent jamais. Là, le surmoi, l'idéal du moi sont formés. Puis on peut avoir une vie sexuelle moins égoïste, puis, mais il y a quand même une nécessité de la sublimation, puis il y a quand même encore du refoulement. Mais plus on devient conscient, plus on peut avoir une sexualité mature. Dans la sexualité mature, pour Freud, il n'y a pas de fixation dans les stades. Donc, on peut avoir du plaisir avec tout le corps, oral, anal, etc. Tout le corps, l'ensemble du corps, pour avoir une belle harmonie affective là, dans le couple. Puis on apprend à jouer, etc. Bon. Maintenant, pour arriver à cette maturité-là, il faut avoir et développer un moi fort. OK?
OK. Qu'est-ce que c'est que le moi? Qu'est-ce que doit faire le moi? Il doit concilier diverses exigences, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si on lit le petit premier point, sur le plan moral, Freud, son action, est considéré correct tout comportement du moi, okay, qui satisfait à la fois les exigences du ça, une pulsion sexuelle, okay, c'est conciliable avec le ça, le surmoi, il n'y a rien contre ça, puis la réalité sociale. Ce qui se produit quand le moi réussit à concilier ces diverses exigences, ce qui fait que dans une société très, 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 très restrictive sur le plan de la sexualité, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre une maturité puis un épanouissement sexuel. Parce que la réalité a des exigences qui sont trop rigides. Et ça va entraîner quoi? Du refoulement, ça va entraîner de la violence. OK? Ça va entraîner de l'agressivité. OK? Et parce que pourquoi ça entraîne de l'agressivité lorsqu'on n'est pas capable d'avoir la satisfaction sexuelle? Bien, parce que la force d'un désir est bien plus grande quand il baigne dans l'inconscient que lorsqu'il s'impose à la conscience. Voilà. Un désir inconscient est soustrait à toute influence. Les aspirations n'ont pas de prise sur lui. Donc, l'objectif, c'est de devenir le plus conscient possible pour pouvoir, si on est capable, avec un moi assez fort, tout simplement renoncer à certains désirs de façon consciente plutôt que de laisser faire des processus qui sont totalement inconscients et qui échappent à notre volonté et à notre éthique aussi. Okay? Pour ça, il faut rendre aussi le surmoi, parce que le surmoi conscient, parce que le surmoi n'est pas nécessairement sage, il est juste hérité de notre passé et de nos parents. Donc, avoir comme une éthique personnelle, développer une éthique personnelle, comme vous êtes invité à le faire dans ce cours, c'est bon pour atteindre votre maturité sexuelle. Pour éviter que, au fond, tout se produise sans que vous ayez de prise sur vos activités psychiques en vous-même. Bon, pour Freud, il faut faire une psychanalyse, mais je pense que si on fait un travail de réflexion, puis on s'examine bien, puis on comprend qu'il y a des choses qui apparaissent dans les rêves, puis dans l'inconscient, puis des manifestations, on peut travailler sur soi. Okay? Pour être authentique et bien se développer sexuellement, c'est important de devenir le plus possible conscient de ses pulsions et du surmoi, afin d'éviter le plus possible, c'est pas possible de complètement d'éviter, mais le phénomène de refoulement. Okay? Et là, on peut être libre. Et on va pouvoir vraiment décider davantage, puis on va pouvoir cheminer vers une sexualité qui serait satisfaisante. Okay? Bon, des fois, on ne peut pas satisfaire tous nos désirs. On peut, bien sûr, lorsqu'on a un moi fort, supprimer nos désirs à travers la réflexion. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un désir pour la meilleure amie de ma conjointe, là, je pourrais le refouler, ce qui ne serait pas l'idéal. Je pourrais en être conscient et le supprimer par réflexion, dire, voyons, je ne veux pas ça dans ma vie. Mais ça, il faut avoir un moi fort, il faut avoir une volonté forte. Okay? Donc, le refoulement va être remplacé par la critique. Hein? Donc, quelqu'un qui a des pulsions, je sais pas, qui peut pas. Toutes les pulsions ne peuvent pas être satisfaites, là. Hein? On a vu ça dans l'éthique sexuelle. Donc, la meilleure façon de gérer ça, c'est de devenir conscient. Parce que si on reste tout ça dans l'inconscient, après ça peut ressurgir dans des actions déviantes, comme des actions agressives, pédophiles, de viol, etc. Toutes les actions qui ne respectent pas autrui, là. Okay? Évidemment, la meilleure façon, c'est d'avoir une sexualité qui est, au fond, satisfaisante. Si vous avez une sexualité très satisfaisante, vous allez avoir moins de pulsions refoulées, évidemment, parce que vous allez être satisfait, vous allez être bien, vous allez avoir moins de tension, donc moins de refoulement, mais moins d'accumulation de frustration. C'est la meilleure façon, là, je veux dire, c'est de ne pas supprimer ses désirs, mais c'est de vivre une sexualité qui nous satisfait. Freud a parlé aussi de la sublimation dans l'art, où c'est possible, hein, quand on a des pulsions, puis qu'on ne peut pas les satisfaire, de prendre l'énergie de la pulsion pour créer esthétiquement et spirituellement. Puis le processus de sublimation, c'est ce qui a créé la civilisation. Donc, quand on est insatisfait sexuellement, on peut utiliser cette énergie-là pour écrire des beaux poèmes, pour écrire une belle philosophie, puis etc. Sauf que pour Freud, on ne peut pas faire ça tout le temps. Et là, je cite encore, en privant l'instinct sexuel de son aliment, on provoque des conséquences fâcheuses à long terme. Disons que le fait de renoncer à toute sexualité, là, comme demandaient par exemple les catholiques, c'est une très mauvaise chose pour la santé sexuelle parce qu'on a des pulsions et il faut les satisfaire. Et des pulsions non satisfaites créent des tensions. Et
ça peut devenir finalement de la violence, hein, de l'agressivité. Ça devient la pulsion sexuelle jamais satisfaite devient agressive. Et donc, ça amène de l'instabilité dans les sociétés. Arrivons-y maintenant à la société. Bon, premièrement, l'éducation morale ne peut pas changer la nature de l'homme. L'être humain, c'est un être de nature pulsionnelle. Okay? Le mal, il y a des pulsions qui ne sont pas acceptables sur le plan éthique, c'est sûr. Mais ça, on ne peut pas changer les pulsions. La pulsion est là. C'est sûr que la pulsion, là, lorsqu'elle devient désir, elle s'associe à une représentation. T'sais, on a une pulsion qui est comme un peu aveugle. Puis avec le temps, avec, on pourrait dire, l'éducation qu'on a eue, c'est comme si cette pulsion-là est comme formatée. Là. Elle prend un format, elle se représente dans des désirs, dans des idéaux, etc. Puis ça, c'est le phénomène, on peut dire, de l'érotisation. OK? Mais la pulsion, on va tout le temps avoir des pulsions. Bon, il y a des gens qui ont plus de pulsions que d'autres, mais on est des êtres de pulsion. Là. On ne peut pas décider de ne plus être sexuel, d'une certaine manière. OK? Donc, d'une certaine façon, l'éducation devrait viser à développer un moi fort, conscient de ses pulsions, mais capable de les gérer. Ça implique aussi d'être conscient de son surmoi, donc d'avoir une éthique consciente. OK? Une éthique sexuelle consciente. OK? La civilisation, elle va éduquer à un certain renoncement aux instincts. Okay? Donc, c'est sûr, il faut renoncer à certains instincts. On n'a pas le choix, là. OK? Mais elle va aussi donner à l'individu qui adopte ce renoncement-là une satisfaction narcissique. Comme les curés, là, ça c'était un bon exemple. T'sais, ils renonçaient beaucoup à leur instinct sexuel, mais on leur donnait beaucoup de privilèges. Aujourd'hui, si vous voulez devenir, je ne sais pas, moi, une grosse job, puis vous travaillez 70 heures par semaine, vous allez renoncer à certaines de vos pulsions, mais on va vous donner quelque chose de bien. Si vous êtes marié et fidèle, vous renoncez à certaines pulsions, mais en même temps, on vous donne une sorte de satisfaction narcissique, c'est-à-dire qu'on vous dit, ben, vous êtes des bonnes personnes, bravo. Okay? Puis vous vous sentez valorisé dans votre bon comportement. OK? Au fond, c'est un triomphe du moi que propose Freud. Il faut que le moi triomphe des pulsions. Donc, une juste éducation, une éducation modérée des pulsions. OK? Et c'est pas facile. Faut réfréner un peu les pulsions, mais pas trop. Donc, tout est un jeu d'équilibre. OK? Mais annihiler les pulsions, ça ne fonctionne pas. OK? Éthique et religion, éthique et société, on est encore un peu dans le même genre de questions. Au fond, l'éthique comme telle, pour Freud, l'éthique sexuelle, elle vient se justifier par le respect d'autrui, par une éthique dite minimaliste et, au fond, déontologique. C'est-à-dire que, si on lit la citation, les prescriptions de l'éthique se légitiment par la nécessité de délimiter les droits d'une communauté face à l'individu, ceux de l'individu face à la société et ceux de l'individu les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un satisfait, si tout le monde satisfait ses pulsions, il n'y a plus de respect d'autrui, il n'y a plus de respect de soi, etc. Donc, il faut absolument que les sociétés instaurent des règles qui viennent poser des limites en fonction des droits de chacun. OK? Si on laissait cours à notre pulsion, ben on viendrait tout simplement se détruire. Là. OK? Et la civilisation, là, est là, au fond, pour nous protéger contre nos propres pulsions, dont certaines sont destructrices, hein, qui sont des pulsions agressives. Donc, la civilisation est un phénomène de renoncement pulsionnel en grande partie, sauf que lorsque c'est excessif, ça engendre un malaise, ça engendre de la violence. Et on l'a vu dans la section sur l'histoire, c'est une des grandes découvertes là, chez Freud, c'est que plus une civilisation, plus une société est restrictive en matière de sexualité, plus ça devient des sociétés très violentes. Okay? Donc, l'ordre dans la société, pour qu'il y ait un ordre véritable dans la société, il faut arriver à une juste mesure dans le réfrénement des pulsions. Si on réfrène trop les pulsions, il va y avoir trop de frustration, donc ça va engendrer de l'agressivité. Les hommes vont vouloir partir en guerre, ils vont vouloir se battre, etc. Écoutez, là, des hommes là, à qui on interdit toute relation sexuelle jusqu'à, des fois, toute leur vie, parce qu'ils ne peuvent pas se marier, ils n'ont pas assez d'argent, etc., ils ne peuvent pas avoir des relations sexuelles hors mariage, tout ça,
ça devient du monde frustré, là, qui ont le goût de se battre, là. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette pulsion-là? Il faut qu'ils la déchargent d'une façon ou d'une autre, OK? Donc, ça prend une certaine liberté. Freud a défendu une éthique très libérale en matière de sexualité. Mais si on donne trop de liberté, ah ben là, on a un problème. Donc, mettons, l'institution du mariage, déjà, c'est une institution qui est quand même assez restrictive, mais ça peut fonctionner d'une certaine façon. Okay? Le problème avec les religions, Freud a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle L'avenir d'une illusion, qui parle des religions. Les illusions, c'est les religions. Les illusions, ça serait des constructions humaines pour Freud et des idéalisations excessives. Donc, on aurait là, ici, des formes d'idéalisation qui seraient excessives et qui viendraient restreindre l'explosion des pulsions, mais d'une certaine façon, qui souvent les encouragerait. Pourquoi? Parce qu'à trop restreindre, on arrive à la conséquence inverse, c'est-à-dire à avoir des explosions pulsionnelles. Okay? Donc, tout est une question de mesure dans la société, et Freud militait contre, contre les religions, parce que les religions, justement, il considérait qu'il demandait un renoncement beaucoup plus grand que ce que l'homme était capable de donner. Okay? Par exemple, quand la religion catholique demande aux êtres humains de n'avoir des relations sexuelles que dans des fins de procréation, c'est un renoncement qui est beaucoup plus grand, beaucoup trop grand pour ce que l'être humain est capable de faire dans sa nature, selon Freud. Donc, il faut arriver à une éthique plus libérale, mais une éthique qui prévient quand même les dérapages que pourrait avoir une trop grande expulsion pulsionnelle. Donc, il faut quand même que l'éthique soit une éthique minimale pour délimiter les droits de l'individu, puis laisser à chacun son droit au respect, son droit à la liberté, etc. Et c'est un jeu d'équilibrisme là, qu'on a à faire dans l'éthique sexuelle. C'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a vu ça quand même assez rapidement, mais vous avez un texte en soutien. Bref, Freud, il nous instruit beaucoup sur le rapport entre les pulsions et la morale. Il nous instruit aussi sur comment le développement psychosexuel est lié à la santé, à l'identité, etc. Et il nous amène à comprendre qu'on ne doit pas trop réfréner les pulsions. On doit les accepter, les intégrer dans notre personnalité. Et ça demande un travail sur nous-mêmes, un travail pour développer un moi fort, un moi conscient de ses pulsions. Donc, il faut les accepter telles qu'elles sont. Mais il ne faut pas leur obéir. Au contraire, il faut les intégrer dans notre psyché. Et ça implique un moi fort qui va être capable de décider consciemment quelle pulsion doit être satisfaite et à quelle pulsion on doit renoncer. Donc, c'est sur cela que se conclut ce cours. Je vous remercie. À la prochaine.